Salut gang, aujourd'hui on start ça rapidos. Trois sujets. Je me suis d'abord attelé à regarder la valeur dans la ligue quand on draft un gardien en première ronde. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ensuite, la fin de saison du CH et l'engouement autour de Hudson puis Mailloux. On entend partout que le CH est blindé en défense, qu'ils peuvent même se permettre dès cet été d'échanger un gros espoir à la bleue pour obtenir un attaquant top 6. Mais attendez un peu. La brigade s'annonce très intéressante, mais il faut comparer avec les autres clubs. J'ai donc fait la recherche et je vous en reparle dans quelques minutes. Dans la dernière partie du show, on parle de stats d'histoire dans la Money League. Qui sont les meneurs par catégorie? On va découvrir ça ensemble. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. Vous verrez où l'on se démarque de la LNH. Et je vous offre quelques indices pour le quiz stats d'histoire qui sera sur le forum après le podcast. Bon show! Premier sujet, les gardiens repêchés en première ronde. D'abord, il suffit d'un coup d'œil pour apercevoir l'évolution dans la Money League à ce sujet. Si vous n'êtes pas en auto, vous pouvez voir l'image du tableau des gardiens dont je vais parler sur le forum. Lors des 4 premières saisons Money League, pas moins de 8 gardiens ont été sélectionnés, soit 2 par saison en moyenne. Du groupe, on parle de 6 flops, un backup et un gardien devenu numéro 1. Il s'agit de Mike Smith. Toutefois, je ne crierai pas au génie pour ce bon coup, puisqu'il s'agissait d'un gardien de 25 ans, peut-être 24, ayant déjà 23 parties jouées NHL. Le seul vrai espoir drafté qui aurait eu une carrière est Jonathan Bernier, backup, le gardien le plus rapidement drafté de l'histoire ML, en fait au 7e rang. Les autres gardiens en rafale, on parle de Jonathan Roth, Leland Irving, Riku Elenius, Jeff Zadkoff, Chet Pickard, puis Anton Gustafsson. Notez que j'aurais pu parler du géant Gustafsson parmi les backups, mais pour un 19e pick overall ayant joué 147 games dans le circuit, je ne crois pas au bon coup. Pour le second bloc de 4 saisons, soit entre 2010 et 2013, la Money League est passée de 8 gardiens sélectionnés à 6. Une baisse de 25%, judicieuse si on analyse le résultat des 4 premières saisons. Le ratio de réussite s'est aussi grandement amélioré avec 3 réussites et 3 flops. En ordre de rang de sélection. Au 8e rang, Jack Campbell, 12e Foucalé, 13e Subban, 17e un gros vol de Vasilevski et les deux derniers repêchés au 28e échelon chacun sont Calvin Pickard et John Gibson. Ce que je retiens, c'est que Montréal aura drafté 2 gardiens en première ronde en 3 ans, soit en 2008, Chet Pickard, 27e rang, un flop, et en 2010, un Jack Campbell au 8e rang. Montréal est le seul club avec 2 sélections lors des 8 premières années. Petit flashback des gardiens du Canadien pour cette période. On parlait quand même de Manny Fernandez, qui avait connu de gros succès dans des premières années de la Ligue, Rick DiPietro et le vétéran Craig Anderson. Bref, lors de ces 8 années, 14 sélections de gardiens pour 4 réussites seulement. Maintenant, entre 2014 et 2023, nous sommes descendus à 8 sélections de gardiens. Pas même un en moyenne par saison. Et à mon avis, c'est de bonne augure d'être plus sélectif, ou du moins avoir le pied sur le break quand on prend un Cerbère. Pendant ces 10 saisons, 3 sont devenus des numéros 1. On parle de Thatcher Demko, Oettinger et Samsonov. Aucun flop à noter pour l'instant, et des espoirs intéressants avec des Knight, Askarov, Wallsteed, Kossa et Silovs. Quand j'observe le résultat de ma recherche, je suis heureux de constater que les GM font davantage leur devoir avant de prendre un homme masqué en première ronde. Si on prend un pas de recul dans l'analyse, il y a quand même 32 clubs ML, donc autant de gardiens numéro 1. Mais pour être bon joueur, disons qu'on peut identifier 24-25 gardiens de rôle numéro 1 ferme dans le circuit. Après 18 années de repêchage Money League, seulement 7 Cerbères sont issus de la première ronde de repêchage. À vous maintenant d'en ressortir l'analyse adéquate et la réponse que je posais en début de show. Est-ce judicieux de drafter un gardien en première ronde? Comme second sujet, je voulais décortiquer à quel point Ken Hughes et le Canadien sont blindés dans l'avenir avec leurs espoirs en défense. On entend depuis la fin de saison que le CH va vouloir accélérer le processus de reconstruction cet été, qu'il va chercher à échanger un jeune def pour obtenir un attaquant top 6. Et automatiquement repêcher un Catton ou un Lindstrom ou même un Iginla avec leur premier choix. L'an dernier, j'écoutais le repêchage avec une vingtaine de chums et vous auriez dû voir ou entendre la consternation à l'écoute du nom de David Renbacker.
Un def? What the fuck? On le sait déjà, le draft 2024 a beaucoup de belles valeurs à la bleue. Et si Hughes choisissait un def, est-ce qu'il faudrait remettre son poste en jeu, son analyse de la game? Regardons ça ensemble, la tête froide. J'ai analysé tous les clubs de l'Est et j'ai ressorti les 4 formations qui ont, selon moi, les meilleurs effectifs à en devenir. Je parle de Détroit, Ottawa, Buffalo puis Columbus. J'ai mis en pièce jointe l'alignement probable de chaque club. J'ai transposé l'analyse pour dans 3 ou 4 ans environ. Instant où le Canadien devrait miser sur un début de fenêtre d'opportunité. Je ne citerai pas chaque alignement, allez voir la photo afin de juger par vous-même. Mais voici quand même l'alignement du Canadien. David Reinbacher, Hudson, Goalie, Mayu, Barron et Jekai. Qu'on place Goalie devant Reinbacher, peu importe pour l'analyse. Pour moi, il manque un top gun en défense. Imaginez une troisième paire, Jekai et Mayu. Ça frapperait avec des aptitudes à relancer l'attaque. Si on pense que le Canadien va offrir un bon jeune def pour un top 6, il y a un trou évidemment. Ne me parlez pas d'un Strubble, d'un Harris pour obtenir un top 6 là, non plus. Puis si tu touches à aucun du top 4 actuel, que tu draftes, disons, un Lindstrom ou un Catton, aucun des deux serait top 6 selon moi dans 3 ans. Ah, puis pour ceux qui chercheraient un Matheson ou un Savard dans l'alignement, je n'ai pas pris les vétérans dans mon analyse. Fin de contrat d'ici 3 ans, puis c'est un peu présumer une resignature. Si on fait ça, on pourrait aussi présumer que les adversaires du CH pourraient signer un joueur ou un vétéran. Donc, on parle d'une analyse à somme nulle de ce côté. Pour moi, les Wings ont le meilleur top 6 si on regarde en un seul coup d'œil. On parle de quand même Moritz Seider puis Simon Edvinsson, Sandin Pelika puis Bayum, Wallman et Wallander. Je tiens à noter que j'ai une très grande confiance en Sandin Pelika. Et l'été dernier, je soutenais même que Edvinsson était dans les meilleurs espoirs, non NHL. Je pense que je l'avais mis même 2e ou 3e. J'ai poussé l'analyse en décortiquant chaque alignement des 5 clubs par rôle dans l'équipe. Vous pouvez voir l'autre tableau sur le site. Par exemple, les defs numéro 1, j'ai mis en ordre Dallin, Sider, Sanderson, Werenski puis Reinbacher. C'est quand même le dernier rang au CH. Il a beau avoir une valeur, Reinbacher n'arrivera jamais à la cheville d'un Dallin ou d'un Sider à mes yeux. Deuxième def en ordre d'importance, Edvinsson, Power, Chabot, Goalie, Yerichek. Que vous soyez d'accord avec moi ou non, pour Edvinsson, Chabot, je crois pas que Goulet a cette valeur. J'adore Goulet, ça c'est sûr et certain, mais c'est un def numéro 3 selon moi. Mettez Hudson dans le rôle de numéro 2 si vous désirez. Je vois pas comment il peut dépasser un Power ou Edvinsson. N'allez pas croire que j'essaie de dénigrer la défensive du Canadien. Comme le soulignait Rémi sur le forum, et on en a jasé sur le Messenger un petit moment ensuite, là où le Canadien pourrait se démarquer, c'est dans sa profondeur en défensive. Comme rôle de troisième défenseur de chaque organisation, j'adore Sandin Pelika comme je disais tantôt, alors je le place tout juste derrière un Bowen Byram, suivi d'un Chekron et de Provorov. Et ensuite, pour clore, le troisième rôle, ce serait Hudson. Certains vont penser que je baisse beaucoup Provorov en le mettant 4e derrière même un Pelika qui n'a pas encore rien prouvé, ou même un Chekron. Mais il descend beaucoup, là, je trouve, depuis 3 ans Provorov. Puis Chekron, c'est un def que j'ai beaucoup de difficultés à cibler ce qu'il va faire à long terme. Alors, contrairement au rôle numéro 1 et numéro 2 chez le CH, d'ici un an, ce serait pas surprenant qu'Hudson, à mes yeux, tombe au 3e rang. Disons que ça va jouer entre Pelika et Hudson à mes yeux. C'est à ce point-ci que les Canadiens vont être durs à jouer contre, évidemment. Mayu, Barron, Jekai, c'est une fin d'alignement incroyable. Chaque rôle de 4 à 6, je donne l'avantage au CH. Mention honorable à Columbus avec un Matechuk, un Buckfist et un Severson, un des rares vétérans que j'ai gardé dans l'analyse des formations, dû à son contrat à long terme. J'ai poussé encore plus loin en ziotant la profondeur des clubs hors du top 6. Montréal a le meilleur potentiel de surprise avec des Engstrom, Koniushkov et Strubble. Détroit suivrait avec Tuomisto et Johansson. Ou encore Buffalo avec Brisson,
Komarov puis Novikov. Pour être franc, même si CH n'est pas mon club favori, ils seront excessivement forts en défense. Toutefois, je persiste à croire qu'ils ont encore un gros top 2 à obtenir afin de pouvoir sacrifier un kid pour un attaquant. Bien sûr, si Konyushkov ou Engstrom surprennent et s'établissent comme un top 4, ou si Hudson devient un top 2 safe, ça peut changer mon idée. Mais encore, on peut dire la même chose si à Détroit, mettons, un Pelika devient un top 2, ou si Chikron à Ottawa s'établit comme un gros two-way. Encore là, l'espoir des uns se retrouve aussi chez l'adversaire, donc c'est de l'expectation à somme nulle. Pour conclure là-dessus, je ne serais pas offusqué de voir le CH repêcher un def all-around avec leur premier choix, au lieu de se rabattre sur un attaquant qui devrait sortir, disons, 12, 13, même 15e dans leurs esprits. Ils doivent repêcher du talent, pas la position. Ils doivent quand même repenser à leur erreur de KK au lieu de Brady Tkachuk. En conclusion aujourd'hui, je voulais souligner que j'ai mis à jour les stats de carrière Money League. La dernière mise à jour remontait à quelques années. Je crois que c'était même 2020 ou 2019 peut-être. À ce moment-là, Dustin Brown était le joueur le plus actif de notre histoire. Désormais, le joueur avec le plus de matchs joués est le seul et unique Alexander Ovechkin avec 1298 parties jouées. Le podcast aujourd'hui va dépasser les 20 minutes que je vise habituellement. Donc, au lieu de faire un survol ensemble des meneurs par catégorie, je vais laisser l'image sur le forum. Et je vais laisser des trous vacants dans certaines catégories. Écrivez les noms qui vous viennent en tête sur le forum. Je dévoilerai les meneurs manquants dans quelques jours. Je vais aussi publier le fichier des stats carrière un peu plus tard pour tous les joueurs. Et pour aider ceux qui écoutent le show jusqu'à la fin, voici quelques indices pour remplir les trous que je laisse vacants sur le board. Dans la catégorie parties jouées, au 5e rang, il s'agit d'un défenseur qui joue encore en première ronde NHL. Il y a plus que 100 parties en série en carrière, puis il aura 40 ans l'an prochain à sa dernière année de contrat. Au 9e rang des parties jouées dans la Money League, s'il avait été acteur, il aurait joué le rôle de Paul Finch dans American Pie. Du côté des passeurs, au 5e rang, il joue sa dernière saison Money League. Son homonyme des médias répète encore que le but d'Alain Côté était bon. Du côté des pénalités, qui est le premier dans la Money League, il s'agit d'un défenseur retraité ayant joué pour 4 clubs NHL et avec plus de 2000 minutes de punition et 200 matchs en play-off. Il y a de mémoire 2 ou 3 Coupes Stanley. Maintenant, avant de quitter, juste mentionner que le dernier show que je veux faire pour conclure mon rodage sera exclusivement dédié au repêchage 2024. Un mock draft ML et analyse des joueurs de la première ronde. Je crois que certains apprécieront alors que d'autres n'aimeront pas que je mette en lumière des prospects moins bien cotés dans les listes officielles. Alors, bonne troisième ronde ML au survivant de la saison 2023-2024 et je vous reviens fin mai ou début juin au plus tard avec le mock draft et les sujets autour du repêchage 2024. Salut les boys, ciao!